quelle meilleure illustration de la mondialisation que l'électronique grand public. Rares sont aujourd'hui les téléviseurs et les téléphones mobiles à ne pas être estampillés Made in China. Les exportations de produits électroniques ont représenté près de 10% des échanges mondiaux en 2008, soit environ 1500 milliards de dollars de produits échangés avec les équipements informatiques et télécoms. Malgré des prix toujours plus bas, les échanges en valeur ont progressé à un rythme soutenu, de l'ordre de 6% par an depuis 1990, soit un niveau supérieur à celui de l'ensemble des échanges. Cette forte croissance des échanges a été permise par l'ouverture des frontières. Elle a aussi permis de vérifier deux concepts fondamentaux du commerce international, à savoir les avantages comparatifs des nations et la fragmentation de la chaîne de valeur. Le premier exemple qui vient à l'esprit au sujet des avantages comparatifs, c'est bien entendu la Chine et sa main-d'œuvre abondante et bon marché. Que l'on soit iPhone ou BlackBerry, au fond, on est surtout Foxconn, la plus grande entreprise de sous-traitance électronique au monde. Elle employait fin 2010 plus de 900 000 personnes pour un chiffre d'affaires proche de celui d'Apple. Sans main-d'œuvre abondante et bon marché, impossible pour les géants de l'électronique de fournir des équipements de plus perfectionnés à des prix planchers. On a ainsi assisté à un mouvement massif de relocalisation des activités de production, dont l'actualité sociale française a d'ailleurs conservé la trace. Aujourd'hui, aucun téléviseur écran plat n'est produit en France. L'une des plus grandes usines de fabrication au monde d'écrans plats se trouve bien en Europe, mais elle est en Slovaquie. Aujourd'hui, Sagem et Alcatel ne fabriquent plus de téléphones mobiles. Aujourd'hui enfin, Thomson a disparu. Même le Japon, ancien royaume de l'électronique, a vu ses champions nationaux Toshiba, Sony et Panasonic délocaliser leurs usines dans des pays à bas coût. La part de l'électronique dans les exportations nippones a presque chuté de moitié en 20 ans pour s'établir à 13%. Alors bien sûr, il était entendu au début de la mondialisation que les économies développées garderaient les activités à plus forte valeur ajoutée, grâce notamment à leur main-d'œuvre qualifiée. Ce distinguo entre conception et fabrication figure d'ailleurs en toutes lettres sur les iPhones, conçus en Californie et fabriqués en Chine. Aujourd'hui encore, les grands noms d'électronique tels Sony, Apple, Samsung ou Nokia réalisent l'essentiel de leur recherche et développement avec des diplômés des meilleures universités américaines, européennes, japonaises ou coréennes. L'essentiel, car Samsung ou Nokia ont bel et bien des centres de recherche et développement à Bangalore, en Inde. L'essentiel seulement, car de plus en plus, les sous-traitants développent leur propre capacité à concevoir des produits complexes. Pour développer leur système d'exploitation pour téléphone mobile, Google et Microsoft, stars du Nasdaq, ont travaillé main dans la main avec le fabricant taïwanais HTC, initialement simple fabricant de produits vendus sous marque blanche ou conçus par des firmes occidentales. Les activités de conception restent aujourd'hui encore sous le contrôle des pays développés, même si les lignes ont déjà bien commencé à bouger. Mais on le voit, le credo de la valeur ajoutée réservé aux seuls pays développés bat de l'aile. Les émergents se dotent en effet de leurs propres champions nationaux, de grands centres de recherche et développement avec des chercheurs formés à l'étranger et de produits hautement compétitifs. Une autre idée reçue considère comme irréversible l'avantage des émergents dans la manufacture. Pourtant, un exemple vient contredire cet état de fait. Cet exemple, c'est celui de Samsung aux États-Unis, qui illustre une autre forme d'avantage comparatif à la disposition des pays riches. En 1996, le géant coréen inaugure une usine de semi-conducteurs à Austin, au Texas. Depuis, le groupe y investit près de 10 milliards de dollars. Pourquoi les États-Unis ? Eh bien parce que c'est le pays d'Intel, le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde. Pourquoi les États-Unis ? Eh bien parce que c'est le pays de Microsoft, dont les systèmes d'exploitation équipent près de 9 ordinateurs sur 10. Enfin, pourquoi Austin ? Parce qu'il s'agit d'un cluster en haute technologie. Samsung a ainsi bénéficié d'un soutien de l'ordre de 300 millions de dollars en 2006 pour développer ses capacités de production. Le géant coréen a aussi bénéficié d'une exonération de charges en contrepartie de création d'emplois et d'investissements réguliers. Autant d'atouts, au final, qui ont favorisé l'annonce en juin 2010 d'un nouvel investissement d'environ 3,5 milliards de dollars pour agrandir son site d'Austin. Au final, les grands fabricants de produits électroniques
sont parmi ceux qui tirent le mieux parti de la mondialisation et des avantages comparatifs. Ces avantages peuvent être liés à des coûts, comme celui de la main-d'œuvre ou de la fiscalité. Hors coût, ces avantages peuvent être l'accès à du personnel qualifié ou à la présence d'un tissu dynamique d'entreprises dans la région. Ces avantages contribuent à la segmentation toujours plus poussée d'une chaîne de valeur déjà éclatée sur plusieurs continents. L'exemple de l'électronique est d'autant plus intéressant qu'il irrigue nombre de filières. Ces applications sont très nombreuses et concernent des secteurs aussi divers et stratégiques que l'armement, les énergies renouvelables, les télécommunications ou encore les nanotechnologies dont on parle tant. Ainsi, la compétitivité d'un groupe et d'un pays en matière d'électronique n'augure pas seulement de sa capacité à fabriquer des écrans plats, mais bel et bien de ses chances d'occuper une position de premier plan dans les technologies de demain.